Quelque part près de Villers-Bocage, le grondement des moteurs diesel roulait à travers les haies normandes comme un tonnerre lointain. Le colonel Erich von Hartmann se tenait fièrement à côté de son Tiger II, le fameux Königstiger. Le monstre d'acier, 70 tonnes de puissance brute, luisait sous le soleil du matin. Son canon de 88 mm semblait capable de fendre le monde en deux. Autour de lui, les hommes du 503e bataillon lourd de chars s'affairaient avec la précision d'une cérémonie. Pour eux, chaque geste relevait du rite, chaque ordre d'une conviction. Rien sur cette terre ne pouvait vaincre leurs machines. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Le Tiger n'était pas seulement une arme, c'était une légende vivante, une forteresse mobile qui symbolisait, à leurs yeux, la supériorité allemande. La preuve éclatante que la technique et la discipline triomphaient toujours du nombre et du hasard. Pour von Hartmann, c'était plus qu'un char, c'était une extension de son âme. Sous l'uniforme gris, il portait la certitude glaciale des conquérants. L'Allemagne dominait parce qu'elle le méritait. Un jour, dans un poste de commandement de fortune, un officier français capturé avait osé se vanter du char Boone, un vieux char lourd français de 1940. Le colonel avait éclaté de rire. Ces reliques de musée? Nous les avons fondues pour en faire des lames de rasoir, avait-il lancé, hilar, devant ses officiers. Il se souvenait parfaitement de ces engins. 4 ans plus tôt, durant la campagne de France, il les avait vus, abandonnés le long des routes, moteurs en panne, équipage épuisé. Des bêtes lentes, massives, ridicules. À ses yeux, ces chars symbolisaient tout ce qu'il méprisait, la faiblesse, la résignation, le manque d'audace. Pour lui, la France de 1940 n'avait pas été vaincue par les panzers, mais par elle-même écrasée par un effondrement moral avant même le premier tir. Et pourtant, la guerre a toujours une manière cruelle de renverser l'orgueil. Car en ce printemps de 1944, les certitudes commençaient à se fissurer. Les Alliés avaient débarqué en Normandie. Les cieux, jadis dominés par la croix noire de la Luftwaffe, appartenaient désormais aux bombardiers argentés venus d'Angleterre. Les colonnes allemandes, jadis disciplinées, reculaient vers l'est, harcelées par des attaques incessantes. Von Hartmann observait tout cela avec un mélange de colère et d'incrédulité. Comment une armée aussi puissante, aussi méthodique, pouvait-elle plier sous la pression de soldats qu'il jugeait inférieurs? Chaque défaite, chaque repli, semblait pour lui une trahison de l'ordre naturel des choses. Il se persuadait que la victoire reviendrait, que les Tigers rétabliraient l'équilibre, que la peur referait son œuvre dans le cœur des Alliés. Mais au fond de lui, un doute minuscule naissait un murmure qu'il refusait d'écouter. Un soir, alors que le soleil s'éteignait derrière les collines, il ouvrit son carnet de cuir. Ses doigts, tachés de cambouis, tremblaient légèrement. Il nota. Le front se replie. Nos chars restent invaincus. Mais la guerre semble se dissoudre autour de nous. Peut être que la puissance mécanique ne suffit pas toujours. Peut être. Il referma le carnet d'un geste sec. Ce mot, peut être, lui paraissait presque une faiblesse. Au loin, les obus alliés illuminaient l'horizon. Le sol vibrait sous les explosions. Le colonel l'évalait, les yeux vers le ciel, où les traînées rouges des fusées de signalisation griffaient la nuit. Il pensa à Berlin, à la promesse d'un Reich éternel, à la voix du Führer qu'il avait cru infaillible. Tout cela lui semblait soudain lointain, presque irréel. Le lendemain, à l'aube, il inspecta de nouveau ses chars. L'air sentait l'huile et la peur. Ces hommes, jeunes pour la plupart, arboraient encore cette confiance brutale qui précède les batailles. L'un d'eux, un certain Oberfeldwebel Krüger, plaisanta en tapotant le flanc de son Tiger. Herr Colonel, même les dieux craindraient cette bête. Les dieux n'existent plus, Krüger. Il ne reste que la mécanique et la volonté. Et pourtant, quelque part au fond de la ligne ennemie, quelque chose bougeait. Des chars, anciens, oubliés, repeints aux couleurs du renouveau, des machines françaises qu'il croyait disparues, revenues d'entre les morts. Non pas sous le drapeau tricolore de 40, mais sous un nouvel emblème, la croix de Lorraine. Ces engins portaient les cicatrices de l'humiliation,
mais aussi la promesse d'une revanche. Ils n'étaient ni rapides ni modernes, mais chacun d'eux roulait avec la rage silencieuse d'un pays qui refusait d'être effacé. Dans leur coque d'acier, battait encore le cœur de la France. Ce que von Hartmann ignorait, c'est que parmi ces blindés se trouvait un char Bunby, nommé Heure 2, restauré par des volontaires de la 2e division blindée du général Leclerc. Son commandant, le lieutenant Armand Lefebvre, un ancien mécanicien de Lyon, avait juré de rendre à la France son honneur perdu. Alors que les Tigers s'apprêtaient à repousser une nouvelle offensive, un grondement différent s'éleva dans les collines. Plus grave, plus ancien, presque nostalgique. Les observateurs allemands crurent d'abord à une illusion sonore, mais bientôt, les silhouettes massives se dessinèrent à travers la brume. Von Hartmann fronça les sourcils. Ce ne sont pas des Sherman, ni des Churchill. Qu'est-ce que... Puis il reconnut la forme arrondie, le profil trapu, la tourelle courte. Un char Boone, un de ces reliques qu'il avait autrefois tourné en dérision. Il eut un rictus, moitié ironie, moitié mépris. Ainsi donc, les Français reviennent avec leurs jouets. Mais il ignorait encore que ces jouets portaient en eux quelque chose qu'aucun blindage ne pouvait contenir. La mémoire des défaites et le feu de la revanche. Dans quelques semaines, son Tiger serait face à Heure 2, et la terre de Normandie verrait s'affronter deux époques d'acier, l'une, arrogante et sûre d'elle, née de la domination. L'autre, cabossée mais déterminée, forgée dans la honte et la volonté de survivre. Et dans ce duel improbable, l'orgueil du colonel serait brisé comme verre. Ce matin-là, pourtant, il n'en savait rien. Il se tenait encore là, immobile, contemplant son char comme un roi devant son trône. Le vent soulevait la poussière autour de lui, et dans le vacarme lointain des bombardements, un écho semblait murmurer une voix venue du passé. L'acier vieillit, mais la fierté ne s'oublie jamais. Von Hartmann redressa la tête. Le combat approchait. Et la guerre, une fois de plus, allait lui rappeler que même l'acier peut plier sous le poids du destin. Juin 1944. Sur les plages d'Utah Beach, le vent portait encore l'odeur du sel et de la poudre. Parmi les chars qui débarquaient sous le feu ennemi, se trouvait une division française dont le nom allait bientôt entrer dans la légende. La 2e division blindée, commandée par le général Philippe Leclerc. Ces hommes n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient les enfants d'une patrie déchirée, revenus pour laver l'humiliation de 1940. Parmi eux, une compagnie se distinguait des autres. Elle n'alignait pas de Shermans flambant neufs ni de chars britanniques dernier cri. Non, ces blindés avaient une autre allure massive, presque archaïque. C'étaient des chars Boone bis, les vétérans d'une guerre que beaucoup croyaient révolue. Ces machines, rescapées des premières heures du conflit, avaient survécu à la défaite, à l'occupation et à l'oubli. Dans les mains des hommes libres de la France combattante, elles n'étaient plus des reliques. Elles devenaient des symboles, des témoins de la résilience d'un peuple refusant de disparaître. Chaque boulon, chaque plaque d'acier semblait porter le souvenir d'un pays meurtri, mais toujours debout. Parmi ces chars se trouvait un engin singulier, un mastodonte baptisé Heure 2. Son commandant, le lieutenant Armand Lefebvre, en avait fait plus qu'un simple véhicule, un serment roulant. Ancien mécanicien à Lyon, Lefebvre avait fui la France après l'armistice, traversant les Pyrénées, puis la Manche, avant de rejoindre Londres. Là, il avait appris à réparer les chars Sherman, à étudier les plans des panzers capturés, à démonter et remonter les moteurs comme un chirurgien du métal. Pourtant, lorsqu'en 1943 il découvrit, dans un dépôt oublié du sud de l'Angleterre, la carcasse rouillée d'un vieux char Boone, quelque chose s'éveilla en lui. « C'était le char de nos pères », confia-t-il à un camarade. « Nous combattons avec les Alliés, oui, mais la France doit reconquérir son honneur avec son propre acier. » Sous sa direction, Heure 2 renaquit. Le lieutenant passa des semaines à superviser chaque réparation, chaque soudure. Des plaques de blindage supplémentaires furent prélevées sur des carcasses de panzerpars allemands détruits. Le canon de 47 mm fut modifié pour tirer des obus en tungstène récupérés dans les dépôts britanniques. Le moteur, usé par les années, toussa, gronda, puis rugit de nouveau. Ce n'était pas un char neuf, mais une bête ressuscitée, un monument roulant à la fierté française. Son équipage partageait ce même esprit. Le tireur Pierre Marchand,
ancien ouvrier métallurgiste, maniait le canon comme s'il forgeait encore l'acier. Le pilote Jean Dufour, taciturne et concentré, traitait le moteur du Bonne comme un vieil ami qu'il fallait ménager. Enfin, le radio Luc Besson, le plus jeune du groupe, apportait cette énergie vive de la jeunesse, cet éclat d'espoir qui résistait à tout. Ensemble, ils formaient une petite famille d'acier et de sueur. Avant leur premier engagement, ils prirent une heure pour peindre sur le flanc du char son nom, Heurteux, en lettres blanches élégantes, comme tracé à la main par un poète. À côté, Lefebvre ajouta un petit drapeau tricolore. Quand il recula de quelques pas pour admirer le résultat, il dit calmement « Voilà, maintenant il a un cœur. » Les soldats britanniques, en les voyant s'activer autour de ce mastodonte d'un autre âge, éclatèrent de rire. Un officier moustachu, à l'uniforme impeccable, lança d'un ton moqueur. « Vous allez vraiment emmener cette antiquité contre des tigers. » Autant chargé avec une brouette, Lefebvre releva la tête, son regard bleu acier fixé sur lui. Il esquissa un sourire à peine perceptible, puis répondit simplement « Alors nous leur montrerons que les musées savent encore mordre. » Autour de lui, son équipage éclata de rire. Ce n'était pas de l'arrogance, mais une promesse silencieuse. Il savait ce qu'il valait et surtout ce qu'il représentait. Le Heurteux n'était pas rapide à peine 28 km à l'heure sur terrain plat. Il consommait plus d'essence qu'une colonne entière de camions. Son canon principal, monté dans la coque, obligeait le pilote à orienter tout le char pour viser. Mais il avait une âme faite de cicatrices, de défaites, et de la volonté de redresser la tête. Le jour de leur départ, les hommes de la division les saluèrent avec un mélange d'admiration et de doute. Leclerc lui-même passa inspecter le char. Il posa sa main gantée sur le flanc rugueux du blindé et dit à Lefebvre « Ce monstre-là, capitaine, vous le ferez rugir pour la France. »« Comptez sur moi, mon général, » répondit-il, en claquant les talons. Dans les jours qui suivirent, Heurteux roula à travers les campagnes normandes, écrasant sous ses chenilles la poussière et les débris d'un pays en feu. À chaque village libéré, les habitants sortaient de leurs caves, ébahis. Certains touchaient du bout des doigts la coque du char comme s'il s'agissait d'un vestige sacré. Pour eux, voir un char-boom français revenir au combat, c'était comme voir la France elle-même se redresser. Une vieille femme, les larmes aux yeux, leur offrit un panier de pommes et murmura « On croyait que vous aviez tous disparu. » Luc Besson lui répondit doucement « Non, madame, on avait juste pris le temps de revenir plus fort. » Le char avançait lentement, escorté par des chemins plus modernes. Les Anglais observaient ce mastodonte avec curiosité. Certains plaisantaient, d'autres le prenaient en photo. Mais le lieutenant Lefebvre, lui, restait concentré. Dans son esprit, chaque mètre gagné ramenait un peu d'honneur à la patrie. Le soir, à la tombée de la nuit, il notait quelques mots dans son carnet. « Nous sommes de retour, enfin, le Boone gronde, et dans son grondement, j'entends la voix de la France. » Le moteur ronronnait faiblement, bercé par le vent normand. Dans la tourelle, Pierre Marchand nettoyait son canon avec une attention religieuse. Jean Dufour vérifiait les chenilles, graissant chaque maillon comme on soigne une vieille blessure. Luc Besson, adossé à la coque, fredonnait un air, au populaire d'avant-guerre. Autour d'eux, le crépuscule colorait les champs d'un rouge profond. Les cigales se taisaient, remplacées par le cliquetis métallique des outils. Lefebvre leva les yeux vers le ciel et pensa à tous ceux qui étaient tombés 4 ans plus tôt, à ceux qui n'avaient jamais eu la chance de revenir. Le Heurteux était plus qu'un char. C'était un tombeau mobile, un sanctuaire d'acier transportant la mémoire d'une nation humiliée et relevée. Et bientôt, il allait affronter son destin face au tigre du colonel von Hartmann, face à l'ombre même de l'orgueil allemand. Dans l'obscurité naissante, Lefebvre ferma les yeux un instant, puis il murmura « Qu'ils viennent, nous sommes prêts. » Le moteur gronda une dernière fois avant de s'éteindre, comme un animal ancien qui rêve encore de bataille. Le silence tomba sur le campement, mais dans ce silence, quelque chose vivait une promesse, un battement de cœur d'acier. La bête oubliée venait de renaître, ou 1944. La poche de falaise n'était plus qu'un enfer de flammes et de boue. Des colonnes allemandes en déroute s'y entassaient dans un chaos de fumée, d'ordres hurlés et de carcasses d'acier.
Les bombardements alliés s'abattaient sans répit, creusant la terre, broyant les nerfs. Et pourtant, sur les hauteurs de Mont-Ormel, un bastion résistait encore. Le bataillon du colonel Erich von Hartmann, dernier rempart de l'orgueil allemand. Au sommet de la colline, les Tigers II du 503e bataillon lourd se dressaient comme des forteresses vivantes. Leurs canons de 88 mm pointaient vers la vallée, prêts à faucher tout ce qui oserait approcher. Autour d'eux, la terre vibrait au rythme des explosions lointaines. Les équipages, épuisés mais fiers, s'accrochaient à la certitude que rien, ni américain, ni britannique, ni français, ne pourrait percer cette ligne d'acier. À l'aube, von Hartmann prit quelques minutes pour écrire dans son carnet de campagne. Sa plume glissait sur le papier jauni, presque solennel. L'ennemi attaque en nombre, non en compétence. Nos Tigers sont la dernière forteresse de la discipline au milieu de ce désordre. Il referma le carnet, inspira profondément la fumée d'un cigare à moitié consumé et contempla ses machines. Chacune pesait 70 tonnes de métal parfait, conçu pour la domination. À ses yeux, ces chars n'étaient pas des armes, c'étaient des œuvres d'art, la preuve vivante de la supériorité allemande. Mais le destin, ce jour-là, avait décidé de se jouer des certitudes. Vers midi, un grondement monta de la vallée. Les obus alliés commencèrent à pleuvoir, martelant la crête avec une précision infernale. Les hommes se mirent à couvert, les Tigers ripostèrent, crachant des flammes vers les collines. Le sol tremblait, les arbres se brisaient, les communications hurlaient d'interférences. Puis, dans ce tumulte, un bruit différent émergea. Un son grave, lourd, presque animal. Pas le moteur d'un Sherman, ni celui d'un Churchill. Quelque chose de plus ancien, de plus profond. Un guetteur cria depuis son poste. « Chars ennemis repérés. Attendez, ce ne sont pas des Américains, ce sont des Français. » Von Hartmann fronça les sourcils. Français, il arracha ses jumelles et regarda à travers la brume. Dans la poussière, une silhouette massive avançait, implacable. Ce n'était pas un Sherman, pas un Cromwell, la forme arrondie de la tourelle, la coque allongée. Un souvenir lui revint, comme un fantôme du passé. Il éclata d'un rire incrédule. Impossible, ce char vient d'une autre guerre. Devant lui, un char Boone bis, rescapé du désastre de 1940, montait lentement la pente, le drapeau tricolore flottant à son flanc. La bête oubliée revenait du néant. Von Hartmann se redressa brusquement. Canon prêt. Distance. 400 mètres. Feu. Le Tiger tonna. L'obus quitta le canon à une vitesse folle, traversa la brume, et ricocha sur le blindage frontal du char Boone. Une gerbe d'étincelles, un nuage de poussière, mais aucune pénétration. Dans le heurteux, Armand Lefebvre sentit le monde exploser autour de lui. Le souffle de l'impact secoua tout l'habitacle. Des boulons vibrèrent, le métal gémissait. Pierre Marchand, le tireur, cria dans l'interphone. C'était un canon de Tiger. S'ils tirent encore, on est fini. Lefebvre répondit d'une voix froide. Non, ils ne tireront pas. On bouge. Jean Dufour, le pilote, enclencha la marche avant. Le moteur gronda comme une bête blessée. Le char avança, chaque mètre arraché à la mort. Le canon de 75 mm cracha soudain une boule de feu. L'obus percuta un half-track allemand qui explosa en une pluie de flammes. Les soldats ennemis se dispersèrent dans la panique. Von Hartmann observait la scène, furieux. Rechargement, visez les chenilles. Le deuxième tir frappa le flanc gauche du Boone, arrachant une partie du garde-boue. Des étincelles jaillirent, mais le char continua d'avancer, implacable. À l'intérieur, la chaleur devenait étouffante. L'odeur d'huile, de poudre et de métal brûlé emplissait l'air. Lefebvre cria. « Pierre, vise la base du char ennemi. » Feu. Le canon de 47 mm cracha son projectile. L'obus traversa la poussière et vint frapper le bas de la caisse du Tiger, juste sous le glacis. Un son sec, suivi d'une lueur blanche. Puis, le miracle. Le moteur allemand prit feu. Une flamme orange jaillit du capot arrière, dévorant l'acier. Dans la tourelle du Tiger, les hommes hurlèrent. L'un d'eux, le visage noirci par la suie,
ouvrit la trappe et sauta dehors. « Sortez, vite ! Préparez et racontez, cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Un à un, les membres de l'équipage évacuèrent, trébuchant sur la terre brûlante. L'un d'eux cria, incrédule. C'était un char français, un char français. Von Hartmann resta immobile, figé, incapable de détourner le regard. Son chef-d'œuvre de guerre, sa fierté, brûlait devant lui, terrassé par une relique. Le vent souffla, emportant avec lui la fumée noire et l'arrogance. Le heurteux continua d'avancer, couvert de suie, son blindage cabossé, mais toujours vivant. Lefebvre, haletant, regarda la carcasse en flammes. Il murmura « Voilà pour 40 ». La radio crépita. Une voix britannique, confuse, demanda « Identification, s'il vous plaît ?» Luc Besson répondit en riant « Ici Heurteux, Charbonne français. »« Oui, vous avez bien entendu. Et on n'est pas encore mort. » Autour d'eux, les explosions continuaient, mais dans ce coin de la colline, un étrange silence s'installa. Même les Allemands encore vivants semblaient paralysés, comme s'ils contemplaient l'impossible. Von Hartmann recula d'un pas. Dans ses yeux, l'orgueil se mêlait à la honte. Lui, le colonel qui avait méprisé les chars français, venait de voir l'un d'eux anéantir son tigre. Il sentit son monde vaciller. Le soleil descendait sur Montormel. La poussière dorée se mêlait à la fumée noire. Le heurteux s'arrêta enfin, son moteur ronronnant comme un cœur fatigué. Lefebvre sortit la tête par la trappe, observa les ruines, puis leva la main en salut silencieux vers les cieux. Pierre Marchand murmura « On a fait l'impossible. » Lefebvre répondit « Non, on a juste rappelé à l'histoire que la France sait se relever. » Au loin, le colonel von Hartmann demeurait immobile, son carnet dans la main. Il y inscrivit lentement « Aujourd'hui, l'histoire m'a donné une leçon. L'orgueil ne résiste pas au courage. » Puis il ferma les yeux un instant, écoutant le vent. Dans ce souffle, il entendait encore le grondement du Boune, la voix d'une époque qu'il croyait morte. Et sur les hauteurs de Mont-Ormel, tandis que le feu des Tigers mourait lentement, la vieille bête française rugissait encore, triomphante, comme un fantôme vengeur revenu réclamer son honneur. Le champ de bataille n'était plus qu'un cauchemar de feu et de métal. La colline de Mont-Ormel, jadis paisible, était devenue un labyrinthe d'épaves en flammes, de tranchées éventrées et de cris étouffés par le rugissement des moteurs. La 2e division blindée du général Philippe Leclerc avançait, mètre après mètre, au milieu des carcasses fumantes de ce qui avait été la fierté du Reich. Les Sherman français, rapides et nerveux, déferlaient sur les flancs allemands, leurs canons crachant des éclairs dans la brume du soir. Mais au milieu de cette marée de chars modernes, un autre monstre d'acier attirait tous les regards. Une silhouette massive, cabossée, noire de suie et d'histoire. Le char Boone bis Heurteux. Il avançait lentement, presque majestueusement, comme un vestige des premières heures de la guerre revenu réclamer justice. Les soldats alliés, incrédules, s'écartaient sur son passage, observant la vieille bête traverser les flammes avec la lente assurance des fantômes. Armand Lefebvre et son équipage n'étaient plus des hommes ordinaires. Dans l'habitacle saturé de chaleur et de fumée, ils ne respiraient plus la peur, mais la mémoire. Chaque tir, chaque mètre gagné, semblait écrit par les ombres de leurs camarades tombés en 1940. Ce jour-là, ils ne combattaient pas seulement pour libérer la France, ils combattaient pour la laver de son humiliation. Le Heurteux se dressa au bord d'un fossé, ses chenilles labourant la terre brûlante. Devant lui, un Tiger II tentait de se replier. Lefebvre observa à travers le viseur, son regard glacé fixé sur la proie. « Distance, 200 mètres », dit-il calmement. Pierre Marchand ajusta le canon. Un souffle, un tir, une explosion. Le projectile perfora le flanc du monstre allemand, déclenchant une boule de feu qui avala la tourelle. Les flammes dansèrent dans le crépuscule, illuminant le drapeau tricolore peint sur le blindage du char français. Jean Dufour accéléra, évitant les débris encore en feu. Dans leur sillage,
un Panzerkarte surgit d'un bosquet, tirant à courte portée. L'obus ricocha sur le flanc renforcé du Boon, soulevant un geyser de boue. Lefebvre ordonna aussitôt. « Tourne, feu de caisse !» Le canon de 75 mm, monté dans la coque, fit feu. L'obus frappa le Panzer de plein fouet. En un instant, le char allemand se disloqua sous la pression de l'explosion, projetant des morceaux d'acier à plusieurs mètres. Les hommes du Heure 2 exultaient, mais Lefebvre resta impassible. Il savait que chaque victoire se payait cher. 2 Tigers, un Panzerkar, 3 géants abattus en une seule journée. Pourtant, il ne ressentait pas la fierté du triomphe, mais la gravité du symbole. Chaque tir, chaque explosion, n'était pas seulement un acte de guerre, c'était un acte de mémoire. Au loin, le colonel Erich von Hartmann observait la scène depuis une crête effondrée. Autour de lui, ces Tigers réduits à l'état de torches crachaient encore de la fumée noire. L'odeur de l'huile brûlée se mêlait à celle du désespoir. Ces hommes gisaient immobiles dans la poussière, figés dans une dernière posture de combat. Et là-bas, avançant parmi les flammes, le vieux char Boon continuait sa route, indestructible, portant au vent le drapeau français. Von Hartmann sentit sa gorge se serrer. Pendant des années, il avait ri du matériel français. Il se souvenait des routes de Champagne, en 1940, couvertes de carcasses de Boon abandonnées, de soldats désarmés, de visages déçus. Pour lui, la France n'avait été qu'un souvenir d'impuissance. Et voilà que, 4 ans plus tard, un de ces fantômes revenait l'humilier au milieu de ses ruines. « C'est impossible », murmura-t-il, le souffle court. Ce char aurait dû appartenir à un musée. Mais l'impossible roulait sous ses yeux. Le heurteux passa lentement devant son poste d'observation, son blindage marqué de dizaines d'impacts, mais toujours debout. Sur sa tourelle, Lefebvre observait les collines avec un calme presque solennel. La fumée du champ de bataille s'élevait autour de lui comme un linceul. Et dans ce tableau d'apocalypse, le vieux char ressemblait à une apparition. Les soldats alliés, témoins de la scène, ne parlèrent pas. Certains en restèrent figés, d'autres ôtèrent leurs casques. Plus tard, les rumeurs se répandirent comme une légende. On racontait qu'un vieux char Boon français avait affronté les redoutables Tigers allemands et les avait vaincus. Les Anglais disaient « The old French ghost came back to fight ». Les Américains murmuraient « That relic was a lion ». Et pour les Français, ce jour-là, Heurteux n'était plus une machine, il était un symbole vivant, la revanche de 40. Von Hartmann, lui, resta seul dans les décombres. Ses officiers avaient fui ou étaient morts. Il observait encore les flammes lécher la carcasse de son dernier Tiger. Le métal qu'il avait tant vénéré se tordait, se consumait lentement, comme un empire qui s'effondre. L'humiliation était totale. Le soleil déclinait, teignant la vallée d'une lumière dorée. La bataille s'éteignait peu à peu. Les cris s'éloignaient, remplacés par le sifflement du vent dans les ruines. Lefebvre fit halte sur une crête, d'où il pouvait voir tout le champ de bataille. Il coupa le moteur. Le silence s'installa, immense. Pierre Marchand ouvrit la trappe de la tourelle, laissant entrer un souffle d'air frais. « On dirait que c'est fini », dit-il. Lefebvre acquiesça lentement. « Non, Pierre, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début de la mémoire. » Luc Besson leva les yeux vers le ciel et souffla. « Si seulement ceux de 40 pouvaient voir ça. » Lefebvre répondit, la voix basse. « Ils le voient. Ce soir, ils sont là, dans chaque coup de canon, dans chaque flamme. » Dans le crépuscule, le heurteux resta immobile, silhouette d'acier parmi les ombres. Le vent faisait battre doucement le petit drapeau tricolore accroché à son flanc. Au loin, les Sherman continuaient d'avancer, mais les hommes savaient déjà que la gloire du jour ne leur appartenait pas. Elle appartenait à la vieille bête, à celle qui avait survécu à la défaite et était revenue, 4 ans plus tard, pour écrire la rédemption. Cette nuit-là, dans une ferme en ruine, von Hartmann ouvrit son carnet de cuir noir. Sa main tremblait légèrement. Il y traça une seule phrase, lente et précise. « J'ai vu des fantômes aujourd'hui, les fantômes de 1940, revenus pour se venger. » Il referma le carnet, le posa à côté de lui et leva les yeux vers les collines. Là, bas, au loin, une lumière vacillante marquait l'endroit où le Heure 2 s'était arrêté, et dans ce scintillement, il crut entendre, un instant,
le grondement sourd d'un moteur ancien, celui d'une France qui refusait de mourir. 3 jours après la débâcle de Mont-Ormel, le colonel Erich von Hartmann se tenait devant ce qu'il restait de son bataillon. Là où autrefois se dressaient plus de 20 chars Tigres, il n'en restait que 3. Le reste n'était plus qu'un amas de carcasses tordues, de métal noirci et de cendres fumantes. Le sol, de Normandie, gorgé de pluie et de sang, avait avalé le rêve d'une armée qui se croyait invincible. Les ordres du haut commandement étaient clairs, presque désespérés. Contre-attaquer à l'aube dans la région de la forêt des Couves, là où, disait-on, les lignes de ravitaillement alliées étaient vulnérables. Von Hartmann savait que c'était une folie. Il n'y avait plus assez de carburant, plus assez de munitions, plus assez d'hommes. Mais ce n'était pas seulement l'ordre qu'il suivait, c'était une quête personnelle, un duel que le destin semblait lui imposer. Depuis 3 nuits, il rêvait du même visage, celui d'un jeune officier français, couvert de suie, surgissant d'un char antique comme un spectre venu d'un autre âge. Il revoyait ce tank, le char Boone, se dresser dans la fumée, crachant le feu et la vengeance d'un passé qu'il croyait mort. Dans son journal, il avait écrit « J'ai vu les fantômes de 1940. Ils sont revenus pour réclamer ce que nous leur avons pris. » Son dernier char, le Tigre numéro 222, était prêt. La machine, réparée à la hâte, portait encore les cicatrices de la bataille précédente. Les mécanos avaient remplacé un pignon, rechargé le canon, nettoyé les filtres à huile, mais tout le monde savait que c'était un sursis, pas une résurrection. Le colonel caressa la plaque d'acier du blindage avant de grimper dans la tourelle. L'intérieur sentait le carburant et la peur. Autour de lui, les hommes étaient silencieux. Le sergent Weber, son tireur, marmonna une prière en allemand, tandis que le conducteur, un gamin de 10 à 9 ans, nommé Otto, fixait le sol d'un air vide. Von Hartmann prit une profonde inspiration et déclara « Nous ne combattons plus pour Berlin ni pour le Führer. Nous combattons pour nos morts. » Au même moment, à quelques kilomètres de là, dans un petit village à moitié détruit, le lieutenant Armand Lefebvre inspectait Heurtouou. Le char Boonby portait les marques de ses combats précédents. La peinture écaillée, le canon éraflé, les chenilles couvertes de boue et de cendres. Pourtant, le moteur ronronnait comme un cœur fidèle. « Alors, capitaine, on y retourne ?» demanda Pierre Marchand, le tireur, en ajustant son casque. « Pas capitaine », répondit Lefebvre avec un sourire fatigué. « Juste un mécanicien qui refuse de mourir avant d'avoir fini son travail. » Il regarda vers l'est, vers la forêt, où les éclaireurs avaient signalé des mouvements de chars allemands. Dans son esprit, il n'y avait plus de haine, seulement un étrange calme. Il savait que quelque part là-bas, l'homme qu'il avait affronté à Mont-Ormel était encore en vie. Et il sentait, sans savoir pourquoi, qu'ils allaient se retrouver. La brume du matin descendait sur la vallée comme un rideau de coton. Les arbres se balançaient doucement dans un vent humide. À travers ce silence, le grondement lointain d'un moteur fit vibrer le sol. « Contact avant !» murmura Jean Dufour, le conducteur. Lefebvre leva les jumelles. D'abord, il ne vit rien. Puis, entre les troncs, une ombre se dessina, massive, lente, presque majestueuse. Le tigre allemand avançait, chaque mètre résonnant comme le pas d'un dieu de fer. « C'est lui !» souffla Pierre. Le lieutenant inspira profondément. « Bien. Nous n'aurons qu'une seule chance. Pierre, vise la plaque inférieure. Attends qu'il tire le premier. Jean, tiens-toi prêt à virer à gauche dès que le canon crache. » Dans le Tigre numéro 222, von Hartmann scrutait la brume à travers son périscope. « Je vois quelque chose, colonel, » annonça Weber. « Ce n'est pas un Sherman. C'est plus petit. Non, plus arrondi. » Le colonel sentit son estomac se nouer. Non, pas encore lui, mais c'était bien lui. Le char Boone-Heurtaux avançait lentement, sa silhouette, fantomatique glissant entre les troncs comme une bête préhistorique revenue des enfers. Les 2 chars se repérèrent à travers la brume au même instant. Le canon du Tigre pivota, son tube de 8 à 8 mm, se dressant comme un doigt accusateur. Le feu jaillit. L'explosion secoua la vallée, projetant un nuage de terre et de branches. Le projectile passa à quelques centimètres de la tourelle française, la secouant violemment. « Maintenant !» cria Lefebvre. Pierre pressa la détente.
Le canon de 47 mm rugit. L'obus frappa le mantelet du tigre, pas assez pour le percer, mais assez pour désorienter l'équipage. Lefebvre cria. En avant, 150 mètres, feu du 75 dès que tu peux. Le Boone fonça. Ses chenilles laboraient la terre, son moteur hurlait comme un animal blessé. À cette distance, c'était une folie. Mais c'était leur seul espoir. Weber rechargeait frénétiquement. « Visez le centre de masse », ordonna le colonel. Le tigre tira de nouveau. L'obus heurta le flanc du Boone, arrachant un pan de blindage secondaire. Mais le char français tenait encore. Pierre ajusta le viseur. « Canon de caisse, prêt. Tire !» Le 75 cracha. L'obus heurta le bas du tigre, juste sous la tourelle. Un bruit sourd retentit, suivi d'un craquement terrible. Des flammes jaillirent du compartiment moteur. « Touché !» hurla Jean. Dans le tigre, von Hartmann fut projeté contre la paroi. La chaleur était insupportable. Le feu dévorait les câbles, les munitions commençaient à s'enflammer. Il tenta d'ouvrir la trappe supérieure. Les gants brûlèrent instantanément. Il grimpa tant bien que mal, titubant sur la tourelle avant de tomber au sol. Il roula sur le dos, haletant, le souffle court. Devant lui, à travers le brouillard rougeoyant, Hurtois s'arrêta. Son moteur grondait doucement, presque comme une respiration humaine. La trappe s'ouvrit, Lefebvre sortit, couvert de suie, le visage marqué par la fatigue et la fumée. Il tenait un pistolet, mais ne le pointait pas. Pendant de longues secondes, les deux hommes se fixèrent. L'un représentait un empire en ruine, l'autre une nation renaissante. Tous deux savaient qu'ils n'étaient plus que des survivants d'un monde qui s'effondrait. « Vous ne devriez pas exister », murmura von Hartmann d'une voix rauque. Lefebvre le regarda, sans colère. « Ni cette guerre », répondit-il simplement. Le colonel détourna le regard. « Je vous ai sous-estimé. »« Non », dit Lefebvre en rangeant son arme. « Vous avez sous-estimé la mémoire. » Il fit un signe de la main. Le Boone redémarra lentement, contournant le tigre en flammes. Le souffle chaud du moteur fit voler les cendres autour du colonel. Von Hartmann resta à genoux, regardant la silhouette s'éloigner. La brume se referma derrière elle, comme si le char s'effaçait dans un autre temps. Plus tard, les troupes alliées retrouvèrent le colonel, blessé, mais vivant. Dans sa poche, on trouva un carnet brûlé, avec une seule phrase écrite à la dernière page. « L'arrogance meurt plus lentement que les hommes. » Pendant ce temps, Urde rejoignait les colonnes de la 2e division blindée de Leclerc. Les hommes acclamaient le vieux char à son retour. On disait qu'il avait abattu un tigre dans un duel frontal exploit que même un Sherman n'aurait osé tenter. Lefebvre, lui, ne célébrait pas. Il savait que la guerre n'était pas encore finie, que Paris n'était pas encore libre, et que d'autres batailles viendraient. Mais au fond de lui, il ressentait quelque chose de plus puissant que la victoire, une paix. Cette paix naissait du fait que, pour la première fois depuis la débâcle de 1940, un tank français avait rendu coup pour coup. Et dans les yeux des hommes, il avait redonné un peu d'honneur à un pays qu'on disait vaincu. Des années plus tard, dans un musée à Saumur, Tout serait exposé sous une verrière, restauré, silencieux. Sur sa coque, on pouvait encore lire, peinte à la main, ces lettres blanches effacées par le temps, Ur-Te. À côté, un petit écriteau mentionné, char Boone bis utilisé par la 2e division blindée, ayant combattu en Normandie. Lieutenant Armand Lefebvre. Mais ce que les visiteurs ignoraient, c'est qu'à des milliers de kilomètres de là, dans une maison de Bavière, un vieil homme, nommé Erich von Hartmann, conservait un morceau de métal tordu sur son bureau, un fragment de blindage arraché à son tigre numéro 222. Chaque matin, il le regardait, sans haine, sans honte, seulement avec respect. Il avait compris que la guerre n'était pas une question de puissance, mais de mémoire. Et dans cette mémoire, il y avait désormais une place pour un char français que tout le monde croyait disparu. La forêt des Couves reprit son calme. Le vent dispersa les cendres, la pluie lava le sang, et le silence revint. Mais ceux qui avaient entendu, ce matin-là, le duel des deux monstres d'acier disaient que le grondement du Boone et le rugissement du tigre s'étaient mêlés, formant un seul écho, celui de la fierté retrouvée et de l'orgueil brisé.
Dans les chroniques non officielles de la campagne de Normandie, certains soldats alliés racontaient avoir vu un vieux char français foncer seul contre un tigre allemand. Et survivre, d'autres affirmaient que ce n'était qu'une légende. Mais pour ceux qui avaient croisé le regard du lieutenant Lefebvre, il ne faisait aucun doute. La légende était bien réelle, car ce jour-là, dans la brume et la boue, la France avait cessé d'être un souvenir, elle était redevenue une flamme. Paris, printemps de l'an 1945. La guerre était finie. Les cloches de la victoire résonnaient à travers les boulevards, se mêlant aux cris de joie, aux chansons improvisées et aux claquements des drapeaux tricolores suspendus aux fenêtres. Là où, 5 années plus tôt, régnaient la peur et la faim, montaient à présent les rires d'un peuple renaissant. Les pavés, encore tachés d'huile et de sang séché, portaient la marque d'une ville revenue à la lumière. Sous le dôme doré des Invalides, un petit musée militaire avait rouvert ses portes. Les vitrines brillaient à nouveau sous la poussière du temps, et les visiteurs affluaient pour revoir ce que la guerre avait tenté d'effacer. La mémoire. Dans la cour principale, derrière une corde usée, se dressait un vieux char d'acier, le char Bundeswehr II. Son blindage portait encore les cicatrices des batailles de Normandie. Le métal, cabossé et noirci par les flammes, semblait murmurer son propre passé à quiconque s'approchait assez pour écouter. Sur son flanc droit, à moitié effacé mais encore lisible, 3 simples paroles luisaient sous le soleil de mai. Pour la France. Les visiteurs passaient devant lui avec curiosité, parfois avec indifférence. Les plus jeunes ne voyaient qu'un engin massif, étrange, un peu anachronique. Les plus âgés, eux, s'arrêtaient un instant par respect, par nostalgie ou par souvenir. Mais très peu savaient réellement ce qu'ils avaient sous les yeux. Très peu connaissaient l'histoire de cette bête d'acier qui, un jour d'août 1944, avait défié un monstre allemand et l'avait vaincu. Très peu savaient que ce vieux tank, que l'on croyait dépassé dès 1940, avait renversé l'un des symboles les plus redoutés du Troisième Reich. Ce jour-là, le musée reçut une visite inhabituelle. Un convoi militaire s'arrêta dans la cour intérieure et 2 officiers descendirent d'une jeep. Entre eux marchait un homme en uniforme allemand, les poignets liés. Ses cheveux, autrefois, d'un blond vif, avaient grissonné sous les mois de captivité. Son regard, lui, restait d'une lucidité presque douloureuse. C'était le colonel Erich von Hartmann, ancien commandant du bataillon lourd numéro 503, celui des chars Tigres. Il avait été transféré à Paris pour un dernier interrogatoire avant d'être libéré vers un camp de prisonniers. Lorsqu'il entra dans la cour, il s'arrêta net. Ses yeux se posèrent sur le char. Il reconnut la silhouette immédiatement. Ce n'était pas un souvenir vague, c'était une blessure qui se rouvrait. L'officier français qui l'escortait s'apprêtait à le faire avancer, mais von Hartmann leva une main tremblante. « Permettez, 1 minute ?» Il s'approcha lentement de Heurtaud. Chaque pas résonnait sur les pavés comme une confession. Il posa sa main sur le blindage froid, rugueux, marqué par les obus et les flammes. Ses doigts glissèrent sur la peinture craquelée. Pendant un instant, le vacarme du monde sembla s'éteindre autour de lui. « C'était donc vrai », murmura Théil, la voix presque brisée. « Vous êtes toujours là ?» L'un des gardes français, surpris, demanda. « Le connaissez ?» Le colonel hocha la tête. « Oui, c'est lui. Le char qui a brûlé mon tigre. » Un silence pesa entre les hommes. Le vent fit claquer un drapeau au-dessus d'eux. Puis, presque pour lui-même, von Hartmann ajouta. « Ce n'est pas la machine qui m'a vaincu, ce sont les hommes qui refusaient de disparaître. » Il resta là encore quelques secondes, le regard perdu dans la surface terne du métal. Puis, il se détourna, les épaules lourdes. Dans ses yeux, on pouvait lire quelque chose d'indéfinissable, ni haine, ni honte, mais une sorte de respect silencieux, celui que l'on réserve aux adversaires dignes. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans un atelier de la banlieue lyonnaise, un homme s'essuyait les mains couvertes de graisse sur un vieux chiffon. Armand Lefebvre avait repris son métier de mécanicien. Les chars avaient laissé place aux tracteurs, les canons aux moteurs agricoles. Il vivait simplement, sans décoration ni cérémonie. Dans un coin de son atelier,
Une photographie jaunie montrait son équipage devant Ur-2. Pierre, Jean, Luc et lui. 3 d'entre eux n'étaient plus de ce monde. Lorsqu'on lui demandait s'il était vrai qu'il avait détruit un tigre allemand avec un char français d'un autre âge, il haussait les épaules. « Ce n'était qu'une vieille machine », disait-il toujours, mais elle portait le cœur de la France. Les années passèrent. Le monde se reconstruisit. Lentement. L'Europe pansait ses plaies, et la mémoire des guerres s'effaçait dans le bruit des usines et les rires des enfants. Pourtant, dans le petit musée de Paris, Ur-2 restait là, immobile, témoin muet d'une revanche improbable. Chaque printemps, des écoliers venaient le voir. Ils s'amusaient à grimper sur les canons d'artillerie exposés dans la cour, sans imaginer la peur qu'ils avaient autrefois inspirée. Le guide, un vieil adjudant à la moustache blanche, menait toujours la visite avec la même phrase. « Mes enfants, voici 2 monstres d'acier. Le premier, c'est le tigre allemand, le char le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale. Le second, c'est un char Bunby français, déjà considéré comme obsolète quand il a combattu. Et pourtant, c'est lui qui a gagné. » Les enfants écarquillaient les yeux. « Comment c'est possible ?» demandait-il souvent. Le guide souriait, parce qu'en ce jour d'août 1944, ce n'était pas le métal qui a décidé de la bataille, mais l'esprit. Et il terminait toujours ainsi. Le courage n'a pas besoin d'être moderne. Dans un coin discret du musée, une plaque commémorative fut installée en 1950, à la mémoire du lieutenant Armand Lefebvre et de l'équipage du char Bunby Ur-2. Leur bravoure a rendu à la France une part de sa dignité. Ce n'est que des années plus tard, dans les années 60, qu'un journaliste retrouva la trace de Lefebvre. Il vivait toujours à Lyon, paisible, entouré de quelques amis anciens combattants. Lorsqu'on lui proposa d'assister à une cérémonie en son honneur, il refusa poliment. « Les héros, disait-il, sont ceux qui ne sont jamais rentrés. Moi, je n'ai fait que survivre. » Mais un matin d'hiver, il reçut une lettre. Elle venait d'Allemagne. Une écriture élégante, penchée, presque tremblée, celle d'un vieil homme. Elle commençait par ces mots. « Monsieur Lefebvre, je ne sais pas si vous me souvenez, mais je n'ai jamais oublié votre char. Ce jour-là, j'ai perdu un tigre. Mais j'ai trouvé quelque chose que je croyais perdu. Le respect. Si un jour le destin le permet, j'aimerais vous serrer la main. » Lefebvre lut la lettre plusieurs fois, sans rien dire. Puis il la rangea dans une boîte en fer, à côté d'un écusson tricolore et d'une vieille cartouche vide. Il ne répondit jamais. Les années s'écoulèrent encore. Le monde changea de visage. Les chars tigres et les Bunds devinrent des vestiges de musées, des sujets d'étude pour les passionnés d'histoire militaire. Mais pour ceux qui avaient vécu cette époque, ces machines restaient autre chose, des symboles. À la fin de sa vie, von Hartmann, retiré dans une maison de Bavière, gardait sur son bureau un fragment tordu de métal, un éclat du blindage de son Tigre numéro 222. Il l'avait récupéré dans les ruines du champ de bataille avant sa capture. Chaque matin, il le contemplait, songeur. Ses enfants racontaient qu'il ne parlait presque jamais de la guerre, sauf une fois. Il avait dit « Ce morceau d'acier m'a appris l'humilité ». Armand Lefebvre mourut paisiblement un soir d'automne 1968 dans son sommeil. À son enterrement, ses anciens camarades de la 2e division blindée déposèrent sur sa tombe une petite plaque portant le nom de son char, Ur-2. Des décennies plus tard, quand la France célébra le centenaire de sa libération, le musée des Invalides restaure le char Bunby. Les techniciens nettoyèrent la coque, repeignirent les lettres blanches d'origine et replacèrent le drapeau tricolore à son flanc. Lors de l'inauguration, un vieil homme allemand très âgé fut aperçu parmi la foule. Il posa une main tremblante sur la rambarde et murmura simplement « Danke ». Personne ne sut son nom. Certains disaient qu'il s'agissait du colonel Hartmann, revenu une dernière fois. D'autres prétendaient que c'était une légende. Mais ce jour-là, dans le silence de la cour, il sembla que le fer lui-même portait le poids du souvenir. Car dans la lumière dorée du soir, les 2 chars exposés côte à côte, le Tigre et le Bund, semblaient dialoguer sans mots. Le premier, immense et terrifiant, symbole d'une puissance aveugle. Le second, robuste mais vieillissant,
symbole d'un courage tenace. Et entre eux, invisible, flottait une vérité que ni les livres ni les discours ne pourraient jamais vraiment traduire, qu'aucune machine n'est plus forte que la volonté de se relever. Des générations d'élèves, de touristes, de soldats en uniforme vinrent ensuite. Certains prirent des photos, d'autres se turent longuement. Et toujours, dans le regard des anciens, brillait cette même lueur, celle d'un souvenir partagé entre deux nations qui, jadis, s'étaient détruites, et, un jour, s'étaient comprises. L'histoire d'eux finit par être enseignée dans les académies militaires françaises. On y apprenait que la stratégie, la technologie ou la force brute ne suffisent jamais à expliquer une victoire, qu'il faut y ajouter autre chose, un mot simple, souvent oublié, l'honneur. Et ainsi, longtemps après que les moteurs se furent tus, le cœur du vieux char continuait de battre, non plus sur les champs de bataille, mais dans la mémoire des hommes. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.